Alors le private equity, ça consiste en quoi? Alors déjà, private equity, c'est un terme anglais parce que l'industrie du private equity est née aux États-Unis il y a 60 ans. Ça veut dire des sociétés détenues en main privée par opposition à public equity, qui veut dire des sociétés détenues dans les mains du public, et ce sont des sociétés cotées en bourse. Donc private equity, ce sont des sociétés privées dans lesquelles un fonds va investir de façon majoritaire ou minoritaire au capital. Quelle est l'ambition du private equity? Elle est très simple, c'est de réaliser des bons retours sur investissement sur des horizons de détention de 5 à 7 ans en moyenne. Alors point fondamental, pour que le private equity réalise de bons retours sur investissement, il faut que le fonds de private equity ait aidé l'entreprise à créer une vraie création de valeur industrielle et opérationnelle. Historiquement, et jusqu'à l'avènement d'acteurs comme Altaroc, le private equity était réservé aux acteurs institutionnels, caisses de retraite, fonds de pension, compagnies d'assurance vie, banques pour leurs fonds propres, parce que les tickets d'investissement requis pour participer à cette classe d'actifs étaient très élevés. Les meilleurs fonds de private equity exigent des tickets unitaires de 30 à 40 millions de dollars, ce que les clients privés ne pouvaient pas financer. Et l'industrie du private equity est complexe dans son fonctionnement et elle est illiquide par nature. Tout ceci la rendait très difficilement accessible à des clients privés jusqu'à l'avènement d'acteurs comme Altaroc. Alors, quelles sont les entreprises que targetent les fonds de private equity? Ce sont des entreprises qui ont un des 4 profils suivants. D'abord, des sociétés en très forte croissance, de mon côté évidemment. Deuxièmement, des divisions non stratégiques de grands groupes. Des divisions que des grands groupes vont vendre, ce qu'on appelle des divisions orphelines d'ailleurs, non-core business. Troisièmement, des sociétés cotées qui sont mal valorisées en bourse et qui n'ont plus rien à faire en bourse. Et enfin, quatrième type de société targetée par les fonds de private equity, des sociétés familiales à la recherche de nouveaux actionnaires pérennes sur la durée, capables d'apporter à ces sociétés familiales un soutien stratégique et industriel sur la durée. Alors, le point commun de toutes les sociétés, je dirais, qui attirent le private equity, c'est l'existence d'un potentiel de création de valeur encore inexploité. Et le private equity, il va chercher à libérer ce plan de création de valeur. Donc on est vraiment dans l'économie réelle. Le private equity ne pourra générer de bons retours sur investissement que s'il aide le management à libérer de la valeur. Alors il y a tout un éventail de sociétés qui s'appliquent à ça, dans tout type de secteur, tout type de taille, tout type de zone géographique. C'est souvent pertinent quand les sociétés veulent changer de braquet, changer de stratégie, s'internationaliser ou se digitaliser. Ce sont les cas de figure où un potentiel de création de valeur va être à exploiter par le management et par les fonds de private equity en vue de dégager un bon retour. Alors, comment est-ce qu'un fonds de private equity vend les cibles? C'est quoi les 4 sorties possibles des fonds? Il y en a plusieurs. Le plus fréquent, c'est la vente à un autre fonds de private equity, avec un nouvel LBO, une nouvelle dette, un nouveau package pour l'équipe de management. C'est ce qu'on appelle le LBO secondaire, tertiaire ou quaternaire. C'est une partie très importante du marché. Les fonds se revendent à d'autres fonds leur participation. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Le cas le plus attractif, c'est la cession d'une société à un industriel. Pourquoi c'est le plus attractif? Parce que l'industriel va payer une prime stratégique, un multiple d'EBITDA par exemple, supérieur au multiple d'EBITDA que le fonds a payé quand il a acheté la cible. Pourquoi est-ce qu'il peut payer cette prime? Parce qu'il a des synergies industrielles. Donc, la sortie la plus attractive pour les fonds de private equity, c'est la vente à un industriel. Alors, ce n'est pas forcément la plus intéressante pour l'équipe de management parce que souvent, elle perd le contrôle de la société et elle doit s'intégrer à un grand groupe. Maintenant, la sortie la plus compliquée et la plus difficile, c'est la sortie en bourse parce que la société doit avoir une certaine taille critique, en général plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Elle doit avoir un profil de rentabilité très lisible, une activité très linéaire, pas d'à-coups, pas de soubresauts, et un marché coté qui doit être ouvert quand le fonds de private equity veut vendre sa participation. Alors, l'intérêt d'une introduction en bourse, c'est que le management garde le contrôle. Le désavantage d'une société vendue en bourse, c'est que le fonds de private equity doit garder une partie importante de sa participation pour ne pas perturber les marchés. Donc c'est une sortie compliquée à exécuter. L'autre cas de sortie, c'est une sortie temporaire, c'est ce qu'on appelle la leverage recap. Qu'est-ce que c'est que ce jargon?
c'est lorsque le fonds de private equity détient une très belle société, qu'il a remboursé sa dette d'acquisition, eh bien, il va se verser un dividende extraordinaire en réendettant la société en vue d'une seule chose, remettre la structure bilancielle au travail la plus efficacement possible, améliorer sa rentabilité et être en capacité de garder la société plus longtemps. Donc le bilan du fonds, le bilan de la holding d'acquisition va être remis au travail de façon efficace et le fonds a fait une sortie partielle et temporaire et il s'est organisé pour garder la société dans ses livres plus longtemps, pour être en capacité, avec l'équipe de management, de continuer à créer de la valeur avec une structure bilancielle efficace. Alors je rappelle une chose fondamentale, vous allez souvent m'entendre faire ce point, un fonds de private equity ne peut créer de la valeur, générer un bon rendement, que s'il a aidé les managements à créer de la richesse économique et industrielle dans l'économie réelle. Alors cette amélioration de valeur, cette création de valeur, elle peut être mise en œuvre de façon différente. C'est par exemple un plan qui va consister à booster la croissance organique, aider l'équipe de management par des extensions géographiques, des extensions de gamme de produits. L'ambition, c'est de doper ou de booster la top line, le chiffre d'affaires. C'est un axe de création de valeur. Un autre axe de création de valeur, c'est l'optimisation du BFR, l'optimisation des coûts, l'optimisation de la structure des capitales, l'optimisation des CAPEX. On est dans la notion d'optimisation. D'ailleurs, les deux ne sont pas exclusifs. On peut faire doper la top line et améliorer l'opérationnel. La troisième source de création de valeur, c'est ce qu'on appelle des plans de consolidation d'industrie, des plans de croissance externe, où le fonds de private equity va aider l'équipe de management à acquérir des petits concurrents à des multiples d'acquisition plus bas que ceux auxquels le fonds de private equity est rentré sur la cible principale, pour ce qu'on appelle reluer le multiple d'entrée, faire baisser le multiple d'entrée du fonds de private equity et aider l'équipe de management à créer une cible dont la valeur stratégique sera encore améliorée par ces acquisitions relutives. Ce sont trois exemples de sources de création de valeur qui permettront demain au fonds de private equity et à l'équipe de management de réaliser un bon retour sur investissement. Alors là, je voudrais revenir sur certains fondamentaux du private equity pour que d'abord le glossaire, le lexique du private equity, vous soyez familier avec. Alors, les investisseurs dans le monde du private equity, comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle les LPs, les Limited Partners. C'est encore une fois un jargon, je dirais, qui vient du monde anglo-saxon. Donc ce sont des partenaires d'un fonds qui n'ont pas de rôle opérationnel dans la gestion d'un fonds. Ce sont eux qui confient leurs capitaux à des gérants. Comment est-ce qu'on appelle les gérants? Des GP, des General Partners. Eux sont des associés du fonds avec un rôle actif dans la gouvernance de la société de gestion. Donc, les fonds de private equity, comment est-ce que ça s'appelle? En France, ces fonds de private equity s'appellent des FPCI, des fonds professionnels de capital investissement. Aux États-Unis, on appelle ça des Limited Partnership dans le monde anglo-saxon. Donc voilà trois nouveaux termes pour vous, les LP, les GP et les Limited Partnership. Alors, les gérants, les GP, ils sont en général détenus par les associés qui travaillent dans les sociétés de gestion. Alors, c'est amusant parce que le private equity va se private equitiser lui-même. Certains gérants de private equity ont fait rentrer des fonds de private equity dans leur société de gestion pour se donner les moyens de consolider l'industrie du private equity elle-même. Mais en général, les sociétés de gestion sont la plupart du temps possédées par les fonds qui y travaillent. Alors, le rôle du gérant et le rôle de la société de gestion, c'est de construire le portefeuille pour les LPs. C'est de sourcer des transactions, d'acheter des sociétés, de les aider à croître, de les aider à grandir, à se développer. C'est de les suivre opérationnellement, juridiquement, comptablement et ultimement de les vendre. C'est la responsabilité du gérant, de la société de gestion, du GP, que de faire tout ça dans l'intérêt des LPs. Alors, la société de gestion, elle regroupe tous les salariés qui travaillent dans l'écosystème du fonds de private equity et elle utilise les frais de gestion qui sont à peu près de 1,5 à 2% dans le monde du private equity pour payer l'intégralité de ces frais. Alors, je voudrais revenir sur un concept important. Le niveau de frais dans le private equity, il est légèrement plus élevé que dans le monde des sociétés cotées parce que l'information est difficile à obtenir, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas communément distribuée, donc il y a un énorme travail de diligence à faire par les fonds de private equity pour avoir accès à l'information sur les cibles et sur les marchés sous-jacents. Alors ces frais de gestion, ils sont parfaitement amortis par le fait que le private equity génère
des performances brutes supérieures à celles des marchés cotés, ce qui fait qu'en net, le private equity libère une performance supérieure à celle des marchés cotés. Mais quand on regarde le coût opérationnel du private equity, celui facturé par les fonds, il est visuellement supérieur à celui que les fonds de sociétés cotées vont vous facturer. Alors, on a parlé de frais de gestion, on appelle ça les management fees en anglais. C'est un élément de la rémunération des sociétés de gestion. En général, ces management fees, ils servent à payer les salaires, les loyers, les frais des consultants, les frais de diligence sur, je dirais, le travail de sourcing des participations acquises. Maintenant, l'essentiel de la rentabilité des fonds, elle ne vient pas des management fees, qui en général couvrent un peu plus que les frais de la société de gestion. Elle vient de ce qu'on appelle les honoraires de performance. En anglais, le carried interest. Donc les fonds de private equity, les gérants de private equity, ils ont le droit à 20% de la plus-value des investisseurs. Ils ont le droit à 20% de la plus-value générée sur l'intégralité du fonds de private equity. C'est ça la source principale de création de valeur des gérants de private equity. Elle est très vertueuse parce que ces gérants ne gagnent de l'argent que si les investisseurs pour le compte desquels ils travaillent ont eux-mêmes gagné de l'argent. Donc quand un fonds de private equity va distribuer son fonds, en général, il va rendre aux investisseurs l'intégralité de leur capital pour commencer. Et ensuite, après qu'il ait atteint un certain niveau de performance qu'on appelle le hurdle, le niveau minimum de performance, il va partager les profits, 80% pour les investisseurs et 20% pour le GP. Voilà, c'est très important. C'est grâce au carried interest que l'industrie du private equity crée des profits pour ses gérants de façon totalement vertueuse. Alors, on est toujours dans les éléments clés du private equity. Un autre élément intéressant. Quand un fonds de private equity doit financer une opération qui est trop grosse pour lui, il a deux façons de faire. Première façon, il peut inviter ses LPs. Vous vous souvenez, les LPs, ce sont les limited partners. Il peut inviter ses LPs en minoritaire pour faire un investissement direct aux côtés du fonds. C'est ce qu'on appelle un co-investissement par un LP. Ça donne une capacité au fonds de regarder des transactions qui sont plus grosses que ce qu'il pourrait le faire seul. Quand maintenant, un fonds de private equity veut considérer des opérations qui sont beaucoup trop grosses pour lui, il peut faire ce qu'on appelle un consortium de fonds de private equity. Il va travailler avec 1, 2, 3 ou 4 autres fonds pour regarder une cible beaucoup plus grosse. On parle de consortium de fonds de private equity. Alors, une question qui nous est souvent posée, un fonds de private equity, il fait combien de transactions dans un fonds? Ça dépend. Un fonds de LBO majoritaire, il aura typiquement entre 12 et 30 participations par fonds. Toutes ces transactions sont indépendantes les unes des autres. Ça veut dire que si une société fait défaut ou fait faillite, ça ne contaminera en rien le reste de votre portefeuille qui reste totalement diversifié au plan juridique, géographique et économique. Un fonds de growth, il aura typiquement 50 à 100 lignes dans son portefeuille. Les tickets sont beaucoup plus distribués. Le fonds de private equity n'étant pas majoritaire, il a moins de travail à faire dans ses participations et il a un portefeuille beaucoup plus diversifié qu'un fonds de buyout. Voilà, ça vous donne quelques ingrédients clés pour comprendre la vie des fonds de private equity. Alors dans la vie d'un fonds de private equity, il y a plusieurs périodes importantes. La première période, c'est ce qu'on appelle la période de souscription. C'est le moment où le fonds lève de l'argent. Alors en général, quand le fonds est bon, les LPs historiques, les investisseurs historiques du fonds, ils vont se dépêcher et se bagarrer pour sécuriser leur place dans le fonds de private equity et ils vont prendre des engagements très tôt dans la vie du fonds. Ces engagements, ils permettent aux gérants de faire un premier closing et avec ce capital initialement levé dans le cadre du premier closing, de commencer à faire des investissements. Alors, pendant cette période de souscription, le fonds, après son premier closing, alors il investit les capitaux levés au titre du premier closing et il continue à lever de l'argent auprès de nouveaux LPs. Ces nouveaux LPs, ils vont s'engager dans des closings successifs et par souci d'équité entre les premiers investisseurs et les investisseurs qui sont arrivés par la suite, les nouveaux LPs vont payer ce qu'on appelle une prime de souscription qui va capturer l'espace-temps qui s'est déroulé entre l'investissement des premiers investisseurs et l'investissement des nouveaux investisseurs pour que ce soit totalement équitable entre les premiers et le second et qu'il n'y ait pas de motivation à venir tard dans la vie du fonds. En fait, il y a une petite pénalité à venir tard dans la vie du fonds. Il faut acquitter cette prime de souscription. Ça couvre la période de souscription de la vie d'un fonds.
Alors, je rappelle que pendant cette période d'investissement, les LPs vont prendre des engagements dans le fonds sans connaître les sociétés dans lesquelles le fonds va investir. Ils vont faire leur diligence sur le gérant, sur la base de sa stratégie, son track record, la qualité des équipes, et en fait, ils vont lui faire confiance pour déployer des capitaux selon la stratégie qu'il a énoncée. Mais les LPs, dans un fonds de private equity, quand ils s'y engagent, ne connaissent pas les actifs sous-jacents dans lesquels le fonds va investir. C'est ce qu'on appelle un blind pool, une espèce de boîte noire dans laquelle les investisseurs vont faire confiance au gérant de private equity pour déployer selon les critères qu'il a énoncés. Alors, après la période de souscription, vous avez de façon large la période d'investissement. Pendant cette période d'investissement, le fonds de private equity fait des transactions et il appelle ses LPs au fur et à mesure du temps quand il a besoin de capitaux. Quand il a besoin de payer ses frais, quand il a besoin de payer ses acquisitions, quand il a besoin de payer ses build-up, ses consolidations d'industrie, quand il a besoin de payer des frais de transaction qu'on a avortés. À tous ces moments-là, le fonds va faire des appels de fonds et les LPs ont en général, dans le monde institutionnel, 4 jours pour faire les fonds. Donc vous voyez bien qu'il faut être un instit pour être capable de répondre à ces appels de fonds sous 4 jours. Les clients privés, récemment, n'étaient pas organisés pour répondre à ces appels de fonds. Alors, certains fonds de private equity, pour simplifier la vie de leurs investisseurs, ont mis en place des lignes de financement, ce qu'on appelle des equity bridge, pour ne faire des appels de fonds que tous les 3 mois ou tous les 4 mois, voire tous les 6 mois. Et en fait, ils vont utiliser la ligne de prêt bancaire pour financer leurs acquisitions et ils vont refinancer cette ligne de prêt bancaire en tirant leur appel de fonds une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 4 mois. Lorsque le fonds a passé les 5 ou 6 premières années, il va rentrer, alors parfois c'est un peu plus tôt, mais en général c'est 5 ans, il va rentrer dans ce qu'on appelle une phase de désinvestissement, il va vendre ses participations et il va restituer aux LPs les produits des cessions. Et donc c'est à ce moment-là que les investisseurs vont retrouver leur liquidité. C'est ce qu'on appelle un processus auto-liquidatif. Le fonds de private equity a mis 5 ans pour investir et 5 ans pour désinvestir. C'est à ce moment-là que vous récupérez vos capitaux.